Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est ce stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui, mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes.
Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité. C'est toi qui la cultives ou la négliges chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face. Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction.
L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de temps ramé sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable. On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire.
La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage. Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi, ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort.
La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir. Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies.
Pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion. Quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place. La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant.
Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une autotromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. Le problème, c'est que la culture actuelle t'a vendu l'idée que tu ne dois agir que lorsque tu ressens l'envie. Ce conseil est du poison déguisé en conseil moderne. Que crois-tu qu'il se passe les jours gris quand le corps ne répond pas et que l'esprit se sent vide? Si tu te donnes la permission d'agir seulement lorsque la motivation te rend visite, alors tu as signé ta condamnation à la médiocrité. La discipline est ce qui te maintient en mouvement lorsque l'enthousiasme s'évapore, lorsque l'émotion devient indifférence et lorsque l'esprit cherche des excuses sophistiquées pour dissimuler sa paresse. Il est facile de s'entraîner quand il y a du public, il est facile d'étudier quand tout coule, il est facile d'avancer quand l'énergie est abondante. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tout cela échoue. Ne construis pas ta vie sur des impulsions, construis-la sur des décisions. Ceux qui réussissent à changer vraiment sont ceux qui ont compris que la motivation est un luxe, pas une condition. Ils en ont assez d'attendre et ont décidé d'agir même sans envie, même lorsque le corps proteste, même lorsque l'esprit supplie pour un repos qu'il ne mérite pas. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour honorer tes engagements, tout comme tu n'as pas besoin d'être amoureux de la routine pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu cèdes au récit de la motivation, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu accomplis sans envie, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. La motivation est l'applaudissement fugace. La discipline est le fondement invisible. Si tu veux du respect de soi, entraîne ta capacité à agir sans éclat, sans témoin et sans la promesse de plaisir immédiat. Ne mets pas ta vie sur pause en attendant qu'un éclair d'énergie te tombe dessus. La vie ne te doit pas d'inspiration, tu te dois de la constance. 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent. Entoure-toi de personnes qui te poussent, ou prépare-toi à porter le poids mort de ceux qui te freinent. La vérité inconfortable est que tes limites personnelles ne se forgent pas seulement dans la solitude. Elles se sculptent, pour le meilleur ou pour le pire, dans cet environnement invisible que tu tolères au quotidien. Si tu t'entoures de ceux qui se contentent de peu, tôt ou tard, tu deviens complice de leur inertie. L'esprit apprend par imitation bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu absorbes le découragement des autres, tu normalises la plainte, tu deviens expert pour justifier ton stagnation parce que tout le monde autour de toi le pratique comme si c'était un art. La médiocrité est contagieuse et il suffit de baisser la garde quelques jours pour qu'elle s'infiltre et finisse par anesthésier ton envie de grandir. Il est brutalement honnête de l'admettre, mais souvent, le plus grand saboteur de ton avancement n'est pas ton manque de volonté, mais la validation constante de l'environnement qui t'invite à rester le même. Le mécanisme est pervers. Tu cherches l'acceptation, tu crains de déranger, tu préfères ne pas défier le confort collectif parce que cela te garantit d'appartenir. Mais ce prix est extrêmement élevé. Chaque conversation où tu tais tes aspirations pour ne pas paraître arrogant, chaque moment où tu minimises tes progrès pour t'intégrer, chaque fois que tu tolères le cynisme déguisé en réalisme, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Un genre de pacte silencieux s'installe où personne n'exige plus de soi-même parce que cela mettrait en évidence les renoncements de tous. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à ne pas te démarquer et à porter la culpabilité de vouloir plus. La médiocrité se déguise en loyauté au groupe. Et le pire,
C'est que l'habitude de te conformer devient une cage invisible. Tu te dis que tu es loyal, alors qu'en réalité, tu as juste peur d'avancer seul. La partie la plus difficile est de reconnaître que couper les liens ou prendre de la distance avec ceux qui n'apportent rien peut sembler être une trahison. Mais s'accrocher à des liens qui ne valident que ta version la plus faible ne fait que prolonger ta stagnation. Il ne s'agit pas de devenir froid, ni de mépriser qui que ce soit, mais de comprendre que ton évolution est personnelle et que tu ne peux pas porter ceux qui refusent d'avancer. Ne t'excuse pas de grandir plus vite que ton environnement. Le véritable soutien n'est pas celui qui te console dans la défaite, mais celui qui te défie à ne pas rester à l'aise dans celle-ci. Le stoïcisme est clair. Choisis bien ceux que tu laisses entrer dans ton cercle proche, car leur influence sera inévitable. Si tu veux renforcer ton caractère, cherche des relations qui défient tes excuses, qui te reflètent tes angles morts et qui te dérangent lorsque tu te contentes de moins que ce que tu peux être. L'appartenance réelle ne se construit pas dans le confort des applaudissements faciles, mais dans l'honnêteté brutale de ceux qui exigent que tu sois meilleur. Si tu veux avancer, arrête de chercher refuge dans des groupes qui célèbrent la résignation et commence à investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui te poussent à te sentir mal à l'aise, à corriger, à grandir. L'environnement n'est pas seulement un contexte, c'est le moule invisible de ton caractère. Décide avec qui tu entraînes ton esprit, car tôt ou tard, tu deviens la moyenne des voix que tu tolères près de toi. Entoure-toi d'élan, pas de ballast. C'est une décision que seul toi peux prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le monde ne va pas s'arrêter pour te demander comment tu te sens avec toi-même. Chaque jour, sans exception, tu dois porter le poids de ta propre opinion, même si personne d'autre ne la voit ni ne l'entend. La réalité est simple et brutale. Si tu n'es pas capable de te respecter, n'attends pas que le monde le fasse pour toi. L'amour de soi n'est pas une belle phrase, ni un luxe réservé à ceux qui ont eu une vie facile. C'est la base brute et nécessaire pour tout changement réel. Si tu te trahis, tu t'habitues à vivre dans la dette envers toi-même. Si tu ne te choisis pas, tu finis par céder ta vie aux exigences et aux attentes des autres. Et cela a un coût psychologique silencieux, mais dévastateur. Tu peux le déguiser avec des réussites, des relations ou des routines, mais tôt ou tard, le corps et l'esprit en verront la facture. Il ne s'agit pas de te regarder dans le miroir et de te répéter des affirmations vides. Il s'agit d'entraîner la discipline, de te traiter avec la même fermeté et compassion que tu donnerais à ton meilleur ami. Parfois, s'aimer implique de dire non, de poser des limites qui font mal, de cesser de poursuivre l'approbation de ceux qui ne seront jamais satisfaits et d'apprendre à tolérer l'inconfort de te prioriser. Personne ne viendra te sauver de ton propre abandon. Le respect de soi est la seule garantie d'une paix réelle. Tout commence par la façon dont tu te parles et se termine par la façon dont tu te choisis, jour après jour. 1. Reconnaissez votre propre valeur. La vérité est que personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous donnera la permission d'exister avec dignité. Si vous continuez à attendre que le monde confirme votre valeur, vous resterez les bras croisés jusqu'à ce que la fatigue vous consume. Cette idée confortable que quelqu'un le remarquera, quelqu'un me validera, n'est rien d'autre qu'un piège mental qui vous maintient petit, attaché aux attentes des autres et à des justifications qui ne vous mènent nulle part. C'est dur, mais il faut le dire, personne ne vous doit de reconnaissance. Le respect et la valeur commencent par vous-même, ou ne commencent jamais. Si vous continuez à vous voiler la face devant votre propre poids dans la vie, tout ce que vous réussissez à faire, c'est accumuler une dette émotionnelle envers vous-même, chaque jour plus lourde, chaque jour plus difficile à rembourser.
Cessez de chercher dans les yeux des autres ce que vous vous refusez à voir en face. Ce n'est pas de l'humilité de nier ce que vous êtes, c'est de la peur. Peur de ne pas s'intégrer, peur de déranger, peur que votre voix résonne au-delà de ce qui est permis. Mais cette fausse modestie n'est qu'un autre masque, un filtre qui déforme tout le bien que vous pourriez reconnaître en vous. L'auto-sabotage n'est pas une vertu, c'est le mécanisme le plus efficace pour vous maintenir attaché à la médiocrité. Jusqu'à quand allez-vous permettre à la critique interne d'être plus cruelle que n'importe quel ennemi externe? Si votre dialogue mental se nourrit du mépris, aucun éloge externe ne vous comblera. Personne ne peut compenser le vide que vous perpétuez vous-même avec vos propres mots. C'est vous qui décidez de votre valeur, et cette décision est quotidienne, inconfortable et souvent solitaire. Mais elle vous appartient. Si vous n'avez pas le courage de l'assumer, préparez-vous à vivre toujours à l'ombre de ce que vous auriez pu être. Ne confondez pas votre valeur avec vos réalisations, ni avec la validation que vous recevez sur les réseaux, ni avec l'approbation de votre cercle le plus proche. La valeur personnelle ne se négocie pas. Elle ne monte ni ne descend selon les succès ou les échecs du moment. Si vous vous évaluez comme un produit sur le marché de l'acceptation, vous vivez dans une enchère perpétuelle où vous n'êtes jamais assez. C'est ainsi qu'une vie fausse se construit, une existence filtrée par l'anxiété de plaire à tout le monde, sauf à vous-même. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour reconnaître ce que vous êtes. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une urgence. Ne vous trompez pas, chaque fois que vous vous refusez de la valeur, vous renforcez l'idée que vous ne méritez rien de mieux. Et ainsi se muscle la résignation. Cessez de perdre du temps à chercher des défauts pour justifier votre propre abandon. Le perfectionnisme n'est qu'une autre excuse pour ne pas commencer. Personne sur cette planète n'est parfait. Mais il y a ceux qui ont le courage de s'accepter dans leur intégralité, avec tout ce qui est inconfortable, maladroit, vulnérable. C'est le véritable acte de rébellion, se regarder sans filtre, reconnaître son histoire, ses cicatrices, ses talents et ses limites, et pourtant se dire « assez, c'est moi, et ce que je suis a de la valeur ». Cette phrase courte est la frontière entre continuer à survivre ou commencer à vivre. Si vous voulez vraiment changer votre vie, commencez aujourd'hui par cesser de négocier votre valeur. Ne la mettez pas en promotion, ne la donnez pas à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Le respect de soi est la base sur laquelle tout le reste se construit. Et oui, c'est difficile de rompre avec des années de mépris de soi. C'est difficile de regarder sa propre vie sans embellissement ni excuse. Mais chaque jour que vous reportez cela, vous vous éloignez un peu plus de qui vous pourriez être. Alors décidez, soit vous vous reconnaissez, soit vous vous résignez. La différence entre ces deux chemins est abyssale. Ne vous cachez pas derrière des justifications. Choisissez votre valeur, même si personne ne vous applaudit pour cela. Personne ne le fera à votre place. 2. Prends soin de ton dialogue intérieur. Tu te lèves et presque sans t'en rendre compte, la conversation dans ta tête a déjà commencé. Parfois, c'est un murmure. D'autres fois, une condamnation. Avant même que la journée ne te donne une chance, ton esprit t'a déjà rappelé cette erreur que tu as commise la semaine dernière, t'a fait revivre chaque détail inconfortable, a énuméré tes tâches en attente et t'a murmuré avec désinvolture que peut-être tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es même pas encore sorti du lit et tu te dois déjà une explication à toi-même. Ce dialogue intérieur, si automatique et si invisible, est le terrain où se décide une grande partie de ton destin émotionnel. Peu importe combien de mots gentils tu reçois de l'extérieur, si ta propre voix est la première à te juger et la dernière à te pardonner. Pendant que les autres voient tes efforts, tu te concentres sur tes échecs. Alors qu'à l'extérieur, il y a de la place pour l'erreur, à l'intérieur, il n'y a que des comptes à régler et des exigences qui ne sont jamais totalement satisfaites.
C'est ainsi que, sans le vouloir, tu transformes ton esprit en salle d'interrogatoire où tu es toujours l'accusé et jamais le témoin en ta faveur. Le problème n'est pas d'avoir de l'autocritique, le problème est la disproportion. Tu as entraîné ton esprit à mettre en avant les défauts, à minimiser les réussites, à anticiper des désastres qui se produisent rarement. Tu as appris, peut-être sans t'en rendre compte, à te méfier de ton propre jugement. Tu as pris l'habitude de penser que prendre soin de toi est un luxe, que reconnaître tes progrès est de la vanité et que revendiquer le respect intérieur est une perte de temps. Personne ne t'a appris que le dialogue intérieur est une forme d'architecture. Chaque phrase que tu répètes, chaque pensée que tu laisses passer, est une brique dans la structure de ton estime de soi. Si les fondations sont faites de mépris et de doute, il est impossible de construire quelque chose dans lequel tu puisses habiter en paix. Il y a un piège subtil dans le perfectionnisme. Cela semble une barre haute, mais en réalité, c'est une punition récurrente. Tu ne te donnes pas de crédit pour ce que tu fais bien, mais tu te condamnes sans procès équitable pour ce qui ne se passe pas comme tu l'espérais. La voix intérieure qui répète « ce n'est pas suffisant » finit par peser plus que n'importe quelle critique extérieure. Cette voix devient loi, et la loi devient identité. Lorsque tu laisses ce dialogue s'installer, chaque décision, chaque pas, chaque rêve commence à passer par le filtre de l'autonégation. Ainsi, tu deviens le principal saboteur de tes propres tentatives de vivre avec dignité. Tu n'es pas tes pensées automatiques. Tu n'es pas la somme de phrases héritées des autres. Tu peux intervenir dans ce dialogue et commencer à te traiter comme tu traiterais un ami blessé. Avec honnêteté, oui, mais aussi avec compréhension. Le respect de soi commence dans l'intimité de ton esprit. Lorsque tu choisis de cesser de te punir pour ce que tu ne contrôles pas et que tu commences à reconnaître la valeur de tes efforts, même lorsque personne d'autre ne les voit. La véritable transformation ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais dans cet espace privé où tu décides quelles paroles tu vas permettre de se répéter chaque jour. Prendre soin de ton dialogue intérieur n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une question de survie émotionnelle. Personne ne va te parler plus souvent que toi-même. Apprends à ne pas être ton premier ennemi. Ce que tu te dis en privé définit ce que tu oses essayer. Si tu veux changer ta vie, change la façon dont tu te parles. C'est la racine de tout le reste. 3. Établis des limites sans culpabilité. Je vais être honnête, dire non m'est encore difficile. Pas par manque d'arguments, mais à cause d'un mélange empoisonné de peur du rejet, de désir d'éviter les conflits et de cette vieille habitude de mettre les autres en premier, comme si leur confort valait plus que ma tranquillité. Chaque fois que je cède par inertie, une partie de moi se reproche cette faiblesse, mais une autre se justifie. Ce n'est pas si grave, mieux vaut ne pas créer de problème. Je l'admets, parfois le silence me semble plus facile que la confrontation, mais la réalité est que ce prix se paie cher, car le coût de ne pas mettre de limite n'est pas invisible. Il s'accumule comme une fatigue chronique, une sorte de ressentiment muet qui érode le respect de soi et déforme la perception que tu as de toi. Personne ne te le dira ouvertement, mais chaque fois que tu permets qu'on piétine tes besoins, tu entraînes les autres et toi-même à te traiter comme quelqu'un de superflu. Et le plus nuisible, c'est qu'avec le temps, cette habitude devient partie du paysage, une règle tacite qui dicte jusqu'où tu peux aller sans déranger personne. Analysons cela en profondeur. La culpabilité de poser des limites n'est pas naturelle, elle est apprise. Elle provient d'années à entendre que faire plaisir à tout le monde est synonyme de bonté, que se refuser est de l'égoïsme, que porter ce qui ne te revient pas fait de toi une personne meilleure. Ce conditionnement te pousse à confondre la générosité avec l'auto-abandon. On t'a programmé pour te sentir mal à l'aise si tu te priorises, comme si prendre soin de toi était une trahison envers les autres. Ainsi, chaque fois que surgit le besoin de marquer une frontière, le corps réagit. Anxiété, doute, une sorte d'urgence à te rétracter avant que l'autre ne remarque ton inconfort. Mais là se trouve le cœur du problème. Tolérer le malaise des autres tout en ignorant le tien est une fracture dans le caractère.
car la véritable intégrité n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'être fidèle à tes propres valeurs, même quand cela implique de décevoir les attentes d'autrui. La conséquence la plus grave de vivre sans limite est que ta vie devient une extension des désirs, des demandes et des rythmes des autres. Tu t'épuises à essayer d'être partout, disant oui par engagement, acceptant des charges qui ne te reviennent pas, jusqu'à ce que l'épuisement s'installe comme la norme. Et le pire, cette absence de frontières finit par façonner ton identité. Tu commences à te voir comme quelqu'un d'incapable de défendre son espace, et cette image se solidifie à chaque nouvelle renonciation à tes besoins. Ainsi s'installe le cycle. Tu cèdes pour éviter la culpabilité, tu te culpabilises d'avoir cédé, et tu finis par être amer envers toi-même et envers ceux qui profitent de cet espace vide. Le cercle ne se brise que lorsque tu comprends que poser des limites n'est pas un acte d'agression, mais une déclaration de valeur. Chaque limite est une ligne qui protège ce que tu as construit intérieurement. C'est dire au monde, voici qui je suis, cela je ne négocie pas. Il est vrai que la culpabilité va apparaître, surtout si tu n'as jamais été ferme dans tes décisions. Mais cette culpabilité n'est qu'un résidu d'anciens apprentissages, pas un signe que tu fais quelque chose de mal. Le respect de soi se mesure à la capacité de maintenir une limite, même quand personne ne l'applaudit. Si tu t'habitues à te trahir pour plaire, tu finis par être un invité de seconde zone dans ta propre vie. Personne ne te remerciera pour le sacrifice que tu fais en silence. Seul toi peux décider de briser ce schéma. Souviens-toi de ceci, celui qui ne sait pas poser des limites finit par être une limite pour lui-même. Protège-toi de la culpabilité inutile. Choisir tes frontières, c'est te choisir toi. 4. Permette-toi de te reposer et de dire non. Un moteur en marche sans pause finit par griller, peu importe sa puissance. Il y a des jours où tu agis comme si ta vie était cette machine. Tu accélères, tu réponds, tu soutiens, tu t'exiges et tu t'épuises, comme si t'arrêter était un luxe réservé aux autres. Le corps le ressent d'abord, le poids dans la nuque, la mâchoire serrée, les mains froides ou tremblantes, même si personne ne le remarque. Tu continues d'avancer, peut-être avec un sourire, mais à l'intérieur, la fatigue s'étend comme une tache d'huile, silencieuse et persistante. Dans ce rythme, le repos devient une menace, presque un péché, comme si s'arrêter pour respirer était trahir l'image de force que tu as tant travaillé à construire. Tu te répètes que tu te reposeras plus tard, que ce n'est pas le moment, que dire non décevra quelqu'un, et ainsi tu reportes indéfiniment la pause que ton esprit et ton corps te suppliquent. Il est facile de se laisser entraîner par l'inertie de l'auto-exigence, surtout quand le monde récompense ceux qui ne disent jamais stop. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cet effort supplémentaire a un coût invisible. Chaque fois que tu te refuses le droit de te reposer, tu envoies à ton subconscient le message que ta valeur dépend uniquement de ton utilité. Ainsi, la fatigue devient une sorte d'armure rouillée, lourde et rigide, qui peu à peu te sépare de ta véritable vitalité. L'acte de dire non, de marquer ton propre rythme, de te permettre une trêve, n'est pas une faiblesse. C'est le signe le plus clair de respect envers toi-même. La véritable dignité réside dans la reconnaissance de tes limites, pas dans leur ignorance jusqu'à l'effondrement. Dans le quotidien, cela se voit dans de petits gestes révélateurs. Le oui automatique lorsque l'on te demande des services que tu ne peux pas ou ne veux pas rendre. L'agenda saturé d'engagements qui ne te comble pas. Le téléphone qui ne s'éteint jamais. L'expression fatiguée que tu essaies de maquiller chaque matin. Tu t'habitues tellement à aller à l'encontre de ton besoin de pause que, lorsque tu te retrouves enfin en silence, tu ressens de la culpabilité ou de l'anxiété, comme si tu volais du temps à quelqu'un de plus important. Mais personne ne viendra te rendre les heures de repos que tu as offertes par peur de décevoir. Personne ne peut réparer l'usure interne que provoque le fait de vivre au rythme des attentes des autres. Permettre le repos est plus que de s'allonger quelques heures, c'est désactiver le pilote automatique qui t'a entraîné à plaire et à performer toujours. C'est regarder en face la fatigue accumulée,
Accepter que tu ne peux pas tout faire et cesser de te punir de ne pas être inflexible. Le permis de dire non est une déclaration silencieuse mais puissante. Je me choisis, même si tu ne comprends pas pourquoi. Et cela, même si tu ne le vois pas, est la graine d'une force beaucoup plus réelle que la résistance forcée. Se reposer n'est pas abandonner la lutte, c'est se préparer à vivre vraiment. Il y a une phrase qui ne manque jamais. Le repos est un droit, pas une récompense. Dire non à ce qui t'épuise, c'est dire oui à ta santé mentale et physique. Fais-le sans peur, sans demander pardon. Celui qui ose se reposer montre qu'il se respecte. Et celui qui se respecte au final est toujours mieux équipé pour se soutenir et soutenir les autres. La vie ne consiste pas à arriver le premier, mais à arriver entier. 5. Accepte tes cycles et tes processus. Tu n'es pas une machine à rendement constant. Si tu continues à exiger de toi-même de vivre dans un état de printemps éternel, tu ne récolteras que de la frustration. On t'a vendu la fantaisie de la constance inébranlable comme si c'était interdit d'avoir des jours de recul, des saisons de doute, des semaines de fatigue ou des moments où rien ne fleurit. Mais la réalité est autre. Tout en toi fonctionne par cycle, par des processus qui ne demandent pas ta permission ni n'attendent ton approbation. Ignorer cela, c'est te saboter avec des attentes impossibles, c'est te condamner à une insatisfaction perpétuelle parce que tu compares ton processus réel à une version idéalisée et fictive de toi-même. Personne ne te donnera une médaille pour faire semblant de toujours pouvoir tout gérer. Au contraire, cet effort absurde ne fait que renforcer le mépris de soi lorsque tu te découvres inévitablement vulnérable ou épuisé. Cesse de mépriser tes chutes et tes pauses, comme si elles étaient des échecs personnels. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin de temps, parce que tu changes de rythme, parce que tu traverses des étapes de confusion ou parce que tu n'as pas de réponse immédiate. La maturité ne se mesure pas à la quantité de jours pendant lesquels tu parviens à maintenir l'élan, mais à l'honnêteté brutale avec laquelle tu acceptes tes propres cycles. Personne n'évolue en ligne droite et prétendre le contraire ne fait que te transformer en ton propre bourreau. Il y a des jours de semence et des jours de jachère. Il y a des saisons où avancer signifie simplement résister. Si tu ne tolères pas tes propres processus, tu t'entraînes à saboter tout progrès dès qu'il sort du script. Cette rigidité mentale est un piège. Plus tu t'obliges à forcer la croissance, plus tu te frustreras lorsque le stagnation inévitable arrivera. Ne confonds pas discipline et autopunition. La discipline, c'est te maintenir dans la bonne direction, même lorsque le rythme varie. L'autopunition, c'est prétendre que tu peux ignorer la fatigue, le doute, l'épuisement émotionnel et continuer à fonctionner par pure volonté. On t'a fait croire qu'accepter tes cycles, c'est abandonner. Mensonge. Te refuser à reconnaître tes propres processus est la manière la plus efficace de te saboter. Chaque fois que tu minimises tes besoins de repos, chaque fois que tu méprises ta propre confusion ou que tu te punis de ne pas être toujours motivé, tu renforces la croyance que tu ne mérites de la valeur que lorsque tu es à 100%. C'est une condamnation, pas une façon de vivre. Assez d'exiger de ton esprit et de ton corps qu'ils fonctionnent comme s'ils étaient des pièces interchangeables. Il y a des processus internes qui ne s'accélèrent pas par la force ni ne se résolvent avec des phrases motivantes bon marché. La patience avec tes propres cycles est un exercice de respect de soi, pas une excuse pour la complaisance. Celui qui ne sait pas attendre son propre temps finit par haïr ses pauses, et celui qui haït ses pauses ne supporte pas ses propres chutes. La résilience se cultive dans l'acceptation inconfortable de chaque moment, pas dans la négation obstinée de la réalité. Cesse de te mentir. Tu ne faillis pas en avançant lentement, ni en ayant besoin de t'arrêter, ni en te sentant perdu de temps en temps. Tu faillis lorsque tu transformes l'auto-exigence en ta seule boussole. Personne ne peut mener une vie pleine s'il se refuse le droit d'être incomplet, de changer de rythme, d'évoluer à sa manière. Tu n'es pas moins digne les jours où tu recules, ni plus précieux les jours où tu avances sans trébucher.
Accepter tes cycles est l'acte le plus basique et en même temps le plus difficile d'amour de soi. Celui qui ne respecte pas son processus finit par se détruire de l'intérieur. Ne te trahis pas avec le poison de la comparaison ni avec l'arrogance de la perfection. Ton rythme t'appartient et le premier signe de véritable force est de cesser d'en avoir honte. 6. Redéfinis tes blessures. Tes blessures ne sont pas une condamnation, mais si tu refuses de les regarder en face, elles se transforment en chaînes invisibles qui dictent tes décisions, tes limites, même tes idées sur l'amour-propre. Il est inconfortable de l'accepter, la douleur que tu traînes, les humiliations, les pertes, les trahisons et les déceptions qui s'accumulent dans ton histoire ne s'évaporent pas simplement en les ignorant ou en te déguisant en force superficielle. Au contraire, ce que tu nies s'incruste. Ce que tu caches finit par gouverner chaque partie de ta vie depuis les ombres de ton inconscient. Il est plus facile de faire semblant que rien ne t'a marqué, que tu es imperméable, que les vieux coups n'ont laissé aucune trace. Mais cette histoire n'est qu'une anesthésie temporaire. Tôt ou tard, ce qui n'est pas résolu s'infiltre dans la façon dont tu te parles, dans la manière dont tu te lies aux autres, dans les opportunités que tu te permets ou que tu te refuses. Le mécanisme est subtil mais dévastateur. Lorsque tu associes tes blessures à la honte, tu les transformes en preuve de ta prétendue faiblesse, en raison de te cacher ou de te durcir jusqu'à l'insensibilité. Ce récit est un filtre déformé. Tu te vois comme un projet défectueux, comme quelqu'un qui doit déguiser son histoire pour pouvoir s'intégrer. C'est là que la blessure se transforme en identité et le passé devient une cage émotionnelle. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu commences à te définir davantage par ce qui t'a fait mal que par ce que tu as fait de cette douleur. Et c'est la plus grande des erreurs. Le traumatisme n'est pas ta carte de visite, ni la cicatrice une marque d'incapacité. Le sens de ta blessure, c'est toi qui le décides, pas celui qui te l'a infligé, ni les circonstances qui l'ont provoqué. Redéfinir tes blessures est un acte de brutalité honnête. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, ni de chercher un but rédempteur à tout ce qui t'a fait mal. Il s'agit de reconnaître que ce qui t'a brisé t'a aussi appris à te reconstruire différemment. Chaque déception t'a obligé à revoir tes attentes. Chaque abandon t'a montré tes vides et t'a défié de les combler par toi-même. Chaque fois que l'on t'a fait défaut, tu as appris, peut-être à la dure, où se trouvaient les limites de ta tolérance et la nécessité de protéger ta dignité. Cela ne gomme pas l'injustice de ce que tu as vécu, mais cela te donne le pouvoir sur l'interprétation de ta propre vie. Personne ne peut te retirer le droit de redéfinir ton expérience. Ce qui te pèse aujourd'hui peut demain être la base de ta force, si tu choisis de ne pas perpétuer le rôle de victime. Il y a une décision que personne ne peut prendre à ta place. Rester piégé dans le récit de la blessure, ou utiliser cette expérience comme matériau pour ta croissance. Il ne s'agit pas de minimiser le dommage, mais de changer la relation que tu as avec lui. Cesser de te demander « pourquoi moi ?» et commencer à te questionner « que fais-je maintenant avec cela ?» Ce changement de focus est le véritable début de la maturité émotionnelle. La compassion mal comprise te fige. La compréhension de soi te fait avancer. Tu peux honorer ta douleur sans y rester enfermé. Aucune blessure ne te rend moins digne. Aucune cicatrice n'est un défaut essentiel. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de construire à partir de ce que tu as vécu. Ce qui t'a fait mal ne dicte pas ta valeur, mais cela peut révéler ta capacité de transformation. Au final, tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu décides d'en faire. Renonce à la honte. Fais de ton histoire une source de sens, pas une excuse pour te replier. Ta véritable force commence lorsque tu donnes une place à ta blessure, mais pas le trône. 7. Choisis de grandir chaque jour. À peine le café terminé, tu te lances dans la routine. Tu vérifies ton téléphone, tu réponds aux messages, tu fais mentalement une liste de choses à faire, tu planifies ta journée comme si tout dépendait de ne pas faire d'erreur.
La journée commence déjà à ressembler à une course contre la montre, mais dans cet effort pour accomplir et avancer, tu te demandes rarement si aujourd'hui tu es la même personne qu'hier, ou si tu te contentes de répéter des schémas imposés par l'habitude et l'inertie émotionnelle. Grandir sérieusement, vraiment, n'est pas une conséquence automatique du passage du temps, ni de l'accumulation d'expériences au hasard. C'est un processus actif, inconfortable et surtout un choix conscient qui exige de regarder en face chaque petite décision que tu prends quand personne ne regarde. La véritable croissance ne se produit pas seulement lorsque quelque chose d'extraordinaire fait irruption dans ta vie, mais dans les moments les plus banals, lorsque tu décides si tu vas répéter la vieille réponse défensive face à une critique ou si tu te permets d'écouter et d'apprendre. Lorsque tu ressens l'envie de cacher tes insécurités et au lieu de cela, tu choisis de les reconnaître sans drame. Lorsque la tentation de blâmer les autres pour ton état surgit, mais que tu choisis d'assumer ta part, sans excuse. C'est à cela que se résume l'évolution personnelle, à la somme de petits choix qui, accumulés, modifient ta structure interne. Personne ne grandit par accident. Grandir est le résultat de sortir du pilote automatique et de renoncer au confort des vieilles justifications. Le véritable changement commence lorsque tu en as assez de tes propres excuses. Analyser la racine de ce qui te freine est un exercice d'honnêteté inconfortable. Souvent, tu ne grandis pas parce que la peur de perdre ce que tu connais pèse plus que la curiosité de découvrir ce que tu peux devenir. Tu t'accroches à des croyances héritées, à des habitudes qui te semblent familières et à une définition de toi-même qui, bien que limitée, te paraît sûre. Ce mécanisme de défense est aussi invisible que persistant. Il te chuchote de ne pas trop changer, de ne pas t'exposer, que l'inconfort est dangereux. Mais chaque fois que tu choisis la sécurité plutôt que la possibilité, tu renforces la cage mentale qui te maintient petit. Grandir, c'est risquer l'ego, défier la version confortable et limitée que tu as de toi-même. Et oui, c'est difficile, car cela implique de démanteler des certitudes, d'accepter que tu ne sais pas tout et de te permettre d'être apprenant encore et encore. La conséquence de ne pas choisir de grandir est brutale. Tu répètes les mêmes conflits, tu t'entoures des mêmes personnes toxiques, tu tombes dans les mêmes pièges émotionnels et tu te convaincs que c'est comme ça que tu es, et point. Cette résignation est la plus grande trahison de ton potentiel. Personne n'a une vie meilleure par hasard. L'avancement est une construction quotidienne de petits renoncements à l'ego et de micro-décisions qui, bien qu'elles semblent insignifiantes, sont celles qui transforment réellement ton caractère. Chaque jour, tu as à nouveau l'option de répondre différemment, de t'observer avec plus de lucidité, de corriger une réaction automatique, de rejeter le rôle de victime et de prendre celui de protagoniste. Grandir est aussi inconfortable que nécessaire. Et parfois, cela ne se remarque qu'en rétrospective, lorsque tu regardes en arrière et que tu réalises que tu n'agis plus depuis la même peur, ni que tu ne répètes les mêmes justifications. La ligne emblématique d'aujourd'hui, grandir fait mal, mais rester le même fait beaucoup plus mal. Ne confonds pas confort avec bien-être, ni répétition avec cohérence. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu renforces le muscle de la résignation. La croissance ne demande pas de permission. Elle exige que tu t'engages envers ta meilleure version, même si cela signifie laisser derrière ce qui te protégeait hier. Choisir de grandir est un investissement inconfortable, mais c'est le seul qui ne se dévalue jamais. Ne t'habitue pas à vivre en mode survie. Choisis de grandir, même quand personne ne le remarque. C'est cela, la maturité. 8. Aime depuis ton authenticité. J'ai du mal à l'admettre, mais parfois je sens que j'ai passé des années à offrir des versions éditées de moi-même, même dans les relations les plus proches. Je me surprends à moduler ma voix, à choisir mes mots avec précaution, à cacher mes opinions pour ne pas déranger, et même à forcer des sourires qui n'atteignent pas mes yeux. Je vois mes propres gestes dans le reflet d'une fenêtre. Je reconnais cette tension dans mes épaules quand je tais ce que je veux vraiment dire. Le corps réagit avant l'esprit, la mâchoire serrée, cet air contenu dans la poitrine, le regard qui évite le contact direct.
C'est une chorégraphie répétée pendant des années, poussée par la peur de ne pas être assez, ou pire encore, d'être trop. Aimer depuis cet endroit est une tâche épuisante et surtout solitaire, car chaque fois que tu sacrifies un morceau de ton authenticité, ce que tu donnes n'est plus de l'amour. C'est une version mutilée de toi-même négociant l'approbation. La vérité brutale est que personne ne peut soutenir une relation saine si d'abord il ne se soutient pas lui-même dans le quotidien. Aimer depuis l'authenticité n'est pas un acte romantique, c'est une discipline quotidienne qui se reflète dans les plus petits détails, dans la manière dont tu écoutes sans feindre l'intérêt, dans le geste posé de dire ce que tu penses vraiment même si ta voix tremble, dans le silence que tu choisis quand tu n'as pas de réponse, dans la permission de demander de l'espace sans te sentir égoïste. Cela se voit dans les détails. Une main qui ne s'accroche pas, un rire qui ne demande pas la permission, un regard qui ne cherche pas l'approbation sur le visage de l'autre. C'est cesser d'interpréter un rôle pour commencer à habiter ta propre vie. L'authenticité dérange parce qu'elle te laisse sans déguisement. Elle t'oblige à montrer la fatigue quand tu la portes, à admettre tes colères, sans les adoucir avec des excuses, à tenir tes limites même quand l'autre personne attend autre chose de toi. Il est facile de dire que tu aimes quand tout est simple, mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu te comportes lorsque tes besoins et ceux de l'autre ne s'alignent pas parfaitement. C'est là que l'on voit si ton amour vient d'un endroit authentique ou de l'urgence de s'intégrer. Il n'y a rien de plus épuisant qu'aimer avec la peur d'être découvert, comme si ta véritable version était une erreur de fabrication que tu dois cacher pour mériter de la compagnie. Personne ne t'enseigne que le prix de l'authenticité est l'inconfort. On le ressent dans l'estomac, dans la sueur froide d'une conversation gênante, dans l'anxiété d'un long silence, après avoir montré de la vulnérabilité. Mais on le ressent aussi dans la légèreté d'exister sans calculer chaque mouvement, dans la paix qui arrive lorsque ta présence ne dépend pas de l'approbation des autres, dans la congruence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Aimer depuis cet endroit ne garantit pas que l'autre reste, mais cela t'assure que quoi qu'il arrive, tu ne t'es pas trahi. Personne ne peut te donner de la dignité si tu ne te la donnes pas d'abord. L'amour authentique n'est pas une complaisance sans limite, ni un sacrifice silencieux. C'est la capacité d'être présent sans te perdre, de donner sans te vider, de prendre soin sans t'annuler. C'est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de te montrer sans certitude, chaque fois que tu préfères la vérité inconfortable au silence qui te ronge de l'intérieur. Aime depuis ton authenticité, où tu finiras par vivre des relations pleines d'absence et de mots non dits. Quand tu te choisis d'abord, l'amour cesse d'être une dette et devient une expression naturelle de respect. Souviens-toi, l'amour qui nie qui tu es ne te comblera jamais. Aimer sans te cacher est la forme la plus radicale de liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens n'est pas prête à l'admettre. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Il ne s'agit pas de coups de chance ni de vie sans obstacle, mais du travail quotidien et silencieux de ceux qui décident de ne pas se rendre face au poids du quotidien. Le piège le plus courant est d'attendre que le monde change d'abord, que les circonstances soient parfaites, que les désagréments et les peurs disparaissent. Mais la vérité est plus cruelle. Aucun environnement externe ne va fabriquer pour toi une existence pleine. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle, tout ce qui t'entoure finira par façonner ton caractère à sa guise. Et vivre ainsi coûte cher, car la dette intérieure grandit chaque fois que tu trahis ton authenticité, chaque fois que tu remets à plus tard le courage ou que tu permets au bruit des autres d'envahir ta paix mentale. Le bonheur exige de la discipline, pas de la fantaisie.
Il exige de choisir l'inconfort quand c'est ce qu'il faut faire et de remercier même ce qui semble insignifiant. Les stoïciens le savaient. La vie concerne moins ce qui se passe à l'extérieur et plus la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de raccourcis, mais de 5 règles fondamentales. Ce sont des principes durs mais libérateurs que tu peux pratiquer n'importe où et à tout moment. Le bonheur s'entraîne, il ne se hérite pas. Si tu cherches une vie plus heureuse, tu devras cesser de négocier avec tes propres excuses. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Ici commence le véritable entraînement. 1. Vis selon ta vérité intérieure. Arrête de te mentir. La plupart de tes journées, tu les passes à agir pour les autres, en pilote automatique et avec la peur collée à la peau, répétant ce qu'on t'a appris à désirer et déguisant tes véritables opinions pour ne pas déranger. Crois-tu vraiment que tu seras heureux en te cachant de toi-même ? La première règle est brutale, car elle exige que tu cesses de chercher l'approbation de gens que tu ne respectes même pas. Tu n'es pas libre si tout ce que tu fais est filtré par la peur de rester à l'écart, de décevoir, d'être critiqué. Les masques que tu portes te coûtent cher. Chaque fois que tu les choisis, tu pèses avec des morceaux de ton identité, hypothéquant ton bien-être en échange d'une acceptation vide. Si tu dois te trahir pour t'intégrer, le prix est ton bonheur. Il n'y a pas moyen de construire une vie authentique si tu ne commences pas par affronter l'inconfort d'être qui tu es vraiment, même si cela signifie déplaire, perdre des amitiés ou décevoir des attentes extérieures. Ce n'est pas un romantisme naïf. Il s'agit de la responsabilité de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions alignées avec ton propre jugement, même si elles sont impopulaires. L'excuse de « c'est comme ça » ne fait que perpétuer ton insatisfaction. Le véritable changement commence lorsque tu coupes à la racine l'habitude de te trahir dans les petites et grandes choses. Sois brutalement honnête. Combien de fois par jour agis-tu par peur et non par conviction? Combien de fois étouffes-tu tes opinions, tes goûts, tes limites, juste pour éviter un conflit ou un inconfort? Ne te trompe pas. L'harmonie que tu obtiens ainsi est fragile et superficielle. La seule paix réelle arrive quand tu n'as plus à te souvenir de quelle version de toi-même tu as montré à chaque personne. L'authenticité est une discipline, pas une pause. N'attends pas que tout le monde te célèbre. L'authenticité dérange ceux qui vivent de simulacres. Prépare-toi à perdre, car quelque chose se perd toujours quand on se choisit soi-même. Mais ce coût est non négociable si tu veux vraiment construire le bonheur de l'intérieur. Personne ne va te donner la permission d'être toi-même. C'est une décision inconfortable, parfois solitaire et toujours défiant. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la légèreté de savoir que la vie que tu construis t'appartient. Il n'existe pas de bonheur durable construit sur l'auto-tromperie. Si tu as peur de décevoir, déçois. Si tu as peur de rester seul, reste seul, mais ne continue pas à perpétuer la version petite et déformée de toi que les autres te demandent. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, tu entraînes le muscle de ton caractère, et chaque fois que tu te trahis, tu accumules une dette intérieure qui, tôt ou tard, génère des intérêts très élevés. Le bonheur n'est pas le résultat de plaire à tout le monde, mais de te respecter toi-même. Commence aujourd'hui. Identifie une seule chose dans laquelle tu te trahis et corrige-la, même si cela fait mal. L'inconfort passe, la satisfaction d'être fidèle à ta vérité demeure. C'est ça, vivre selon ta vérité intérieure, et tout le reste n'est qu'une survie déguisée. 2. Choisis d'avancer, pas d'être parfait. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, et avant même de te lever, la première vague d'autocritique est déjà en marche. Tu penses à la réunion que tu as évitée hier, à la nourriture peu saine que tu as choisie par fatigue, à ce message auquel tu n'as pas répondu. En quelques secondes, la pression de tout bien faire commence à comprimer ta poitrine. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, tu te sens en retard par rapport à un objectif invisible, la perfection que tu n'atteins jamais et que pourtant tu t'imposes comme si c'était une obligation fondamentale.
cette voix intérieure qui te rappelle chaque erreur, chaque faux pas, chaque petit oubli, ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'années à entraîner l'habitude de te comparer à des idéaux impossibles. Un mécanisme mental qui te fait sentir insuffisant chaque fois que tu n'atteins pas le standard que tu as inventé ou que quelqu'un d'autre t'a imposé. Le piège est simple. Plus tu t'obsèdes à ne jamais échouer, moins tu avances. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est un piège déguisé en ambition. Il te fait croire que, si tu parviens à contrôler chaque détail, tu seras enfin digne de respect, d'amour, de repos. Mais en pratique, tu accumules seulement frustration et peur de te tromper. Tu te paralyses avant de commencer. Tu te punis lorsque tu n'atteins pas le niveau rêvé. Ainsi, chaque tentative d'avancer devient une source d'anxiété, car il manque toujours quelque chose, il y a toujours un défaut. Tu aurais toujours pu faire mieux. Quand tout ce que tu vois, c'est l'erreur, tu ne peux jamais célébrer le progrès. Ce filtre mental du tout ou rien déforme ta capacité à reconnaître ce que tu as effectivement accompli. Il est facile de se perdre dans l'auto-reproche, d'oublier que chaque pas, bien qu'imparfait, est un investissement réel dans ton développement. La peur de ne pas être à la hauteur te maintient immobile, reportant des décisions, attendant le moment idéal, le jour où tu te sentiras prêt. Mais ce jour parfait n'existe pas. Les opportunités n'attendent pas que tu te sentes sûr. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies tout corrigé. Si tu cherches la perfection avant de bouger, tu vas juste rester là où tu es, portant le lourd sac à dos de ce que tu n'as pas essayé. L'auto-exigence extrême te vole seulement de l'énergie que tu pourrais utiliser pour apprendre et t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour avancer, tu as juste besoin du courage de faire le premier pas sans garantie. Avancer est plus précieux que de tout faire parfaitement. C'est la règle qui libère. Si tu te donnes la permission d'échouer, la peur perd de son pouvoir. Chaque erreur cesse d'être une fracture dans ta valeur et devient une donnée, une leçon, un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une résignation médiocre, c'est de la maturité. Accepter que l'amélioration se construit à coups d'essais, d'ajustements et de répétitions. La véritable croissance se produit lorsque tu oses bouger même si le doute t'accompagne. Ne plus avoir peur de l'erreur, c'est gagner la liberté d'avancer. La perfection est paralysie, le progrès est pouvoir. Personne ne se souvient du chemin exact qu'il a pris pour s'améliorer, mais tout le monde se souvient de la sensation d'avoir essayé, de ne pas être resté immobile par peur de ne pas faire parfait. Ta vie va changer le jour où tu décideras de valoriser le mouvement plutôt que l'image impeccable. Ne te mesure pas par l'absence d'erreur, mais par l'honnêteté de tes avancées. Au final, le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la tranquille fierté de savoir que tu as choisi d'avancer. 3. Fais ce qui est juste même si cela dérange. Parfois, je me surprends à mesurer mes décisions avec une règle extérieure, sachant parfaitement que ce qui est juste ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable. Il y a un point exact où la conscience serre. Et malgré cela, la tentation d'éviter le conflit surgit, de rechercher l'accord facile, de se taire pour éviter cet inconfort immédiat. Mais la vérité est que chaque fois que j'ai cédé, que j'ai choisi le silence, au lieu de défendre une limite ou de soutenir une conviction, je l'ai regretté par la suite. Le coût est invisible au début, mais il s'accumule comme une dette intérieure. Chaque fois que tu choisis ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu souhaites être. Il ne s'agit pas seulement de grands dilemmes, c'est dans les détails quotidiens que ce muscle s'entraîne, dans la décision de ne pas participer à une conversation que tu sais être mauvaise, dans le refus de suivre une consigne juste parce que tout le monde le fait, dans le simple acte de dire non, même si cela génère de la tension. L'inconfort, en réalité, est un signe que quelque chose de précieux est en jeu. Si tu n'agis que lorsque tout est facile et que personne ne se dérange, ton caractère devient fragile, dépendant du climat extérieur, incapable de soutenir des décisions difficiles. Fais ce qui est juste même si cela fait mal. Le prix de ne pas le faire est ton intégrité.
Le mécanisme est ainsi. L'esprit cherche des raccourcis pour éviter les frictions, rationalise le conformisme et le part de prudence ou de diplomatie, mais au fond, tu sais quand tu justifies une omission pour ne pas faire face à l'inconfort. Il est facile de déguiser l'évasion en intelligence émotionnelle, mais si tu l'analyses avec honnêteté, la différence entre bien agir et agir confortablement est nette. Le confort offre souvent des récompenses immédiates, approbation, tranquillité momentanée, moins de discussions. Mais ce qui est juste, bien que cela fasse mal à court terme, construit une base solide pour ton estime de soi. Car chaque décision inconfortable que tu maintiens par principe te donne une référence interne de valeur. Le vrai bonheur n'est pas le résultat de collectionner des moments agréables, mais de pouvoir regarder en arrière et te sentir en paix avec les décisions que tu as prises, même quand personne ne regardait. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est préférer la vérité au soulagement. Cet entraînement nécessite une vigilance quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir un héros moral, ni de rechercher des conflits inutiles, mais de comprendre que la vie est pleine de petites bifurcations où tu peux choisir entre la cohérence et l'auto-tromperie. Accepter l'inconfort comme partie inévitable de faire ce qui est juste est une décision stratégique. Si tu ne poursuis que l'agrément, tu deviens otage du confort des autres. Si tu choisis ce qui est juste, tu gagnes en liberté intérieure. L'inconfort est temporaire, mais le respect de soi demeure. Et oui, il y aura des conséquences. Tu perdras des sympathies, peut-être des opportunités, tu seras obligé de maintenir ta position face aux critiques ou aux regards de désapprobation. Mais le prix à payer pour éviter l'inconfort est bien plus élevé à long terme, car il te vole la possibilité de t'admirer, de construire une vie pleine de sens. Il n'y a pas de raccourci. L'intégrité est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui ne te laisse pas vide. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion de céder juste pour t'épargner un mauvais moment, souviens-toi que le soulagement est passager, mais ta réputation intérieure reste avec toi. Fais ce qui est juste, même si cela dérange. C'est le seul moyen de construire un bonheur qui ne dépende pas de l'approbation extérieure, mais de la fierté tranquille de savoir que tu as agi selon tes valeurs. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. 4. Défends ta tranquillité mentale. Un esprit sans défense est comme un verre d'eau posé au bord d'une table fréquentée. Le moindre frôlement, la moindre vibration extérieure peut le renverser et répandre son contenu en une seconde. Il y a de petits gestes qui te trahissent. La mâchoire serrée quand quelqu'un t'interrompt avec une critique déguisée en conseil, les épaules tendues en lisant des messages que tu ne t'attendais pas à recevoir. Le pouls accéléré après une réunion où ton avis a été ignoré. Le corps enregistre avant l'esprit le moment exact où ta tranquillité commence à se fissurer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour que l'inquiétude s'infiltre par une minuscule fissure et s'installe dans ta journée. Il suffit d'un mot malveillant, du regard jugeant de quelqu'un que tu ne connais même pas, d'un imprévu qui perturbe l'ordre que tu avais prévu. Tout à coup, tu te retrouves à réagir à des impulsions extérieures, accordant de l'espace mental à des préoccupations qui ne te concernent même pas. Ainsi se perd la clarté. En ruminer des offenses, en anticipant des scénarios qui n'arrivent jamais, en transformant chaque interruption en source d'anxiété. Défendre ta tranquillité mentale n'est pas un acte passif, mais un travail actif et constant, tout comme fermer à clé une porte pour que personne ne passe sans invitation. Les personnes qui ne savent pas poser de limites deviennent une sorte de terrain libre. N'importe qui se sent en droit d'y déposer ses déchets émotionnels, de décharger ses frustrations, d'exiger des explications pour apaiser leur propre insécurité. Si tu ne sélectionnes pas consciemment ce que tu permets d'entrer dans ta tête, tu finis par te transformer en gardien des problèmes des autres, portant le poids des attentes, des colères et des demandes qui ne te concernent pas. Le prix est élevé. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental à l'agenda des autres, tu dilues ton énergie, tu perds le focus et tu t'habitues à vivre en mode réactif. Il y a une phrase emblématique ici. Ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange.
Personne ne va te donner la paix que tu ne défends pas. Pour protéger cet état intérieur, tu dois apprendre à dire non, à laisser des conversations sans réponse, à te retirer de discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans des dynamiques toxiques. Le geste peut être aussi simple que de laisser le téléphone face cachée pendant un repas, ou aussi ferme que de refuser de résoudre le problème qu'un autre refuse d'affronter. La tranquillité mentale est un espace privé. Ne laisse pas n'importe qui entrer sans enlever ses chaussures. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans se plaindre, mais dans le choix de ce à quoi tu consacres ton attention. Être sélectif dans tes combats n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il y a des situations qui ne méritent que ton indifférence, des personnes qui ne méritent que ta distance, des pensées qui ne méritent que d'être observées et laissées passer. Celui qui défend sa paix n'est pas froid ni insensible. C'est quelqu'un qui a compris que le désordre mental est le prélude au malheur. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité sur l'impulsion de répondre, de clarifier, de gagner une discussion, tu entraînes la discipline de ne pas laisser la vie t'entraîner où que ce soit. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la clarté au milieu du chaos. Si tu apprends à identifier quand ton esprit se remplit de préoccupations extérieures, tu peux reprendre le contrôle de tes journées. Une seconde phrase emblématique. Celui qui prend soin de sa tranquillité prend soin de sa vie. Le bonheur ne se construit pas sur l'épuisement permanent, ni sur l'obsession de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Il se construit sur la capacité de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment, de choisir consciemment quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Défendre ta tranquillité mentale est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental si tu veux une vie propre et non seulement une existence empruntée. Chaque limite que tu établis est un rappel que ta paix a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est toi. 5. Remercie pour ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas un joli mantra, c'est ton obligation de base si tu ne veux pas vivre comme un esclave de l'insatisfaction. Je te le dis sans détour, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureux non plus lorsque tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un piège mental qui te maintient enfermé dans la pénurie, et c'est cette habitude misérable de toujours te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce filtre n'est pas innocent. C'est un mécanisme d'auto-sabotage qui te vole de l'énergie, te rend aveugle à tes propres progrès et te transforme en mendiant émotionnel, attendant des miettes de satisfaction future. La gratitude quotidienne est l'antidote contre cette mentalité de manque, mais il ne suffit pas de réciter des phrases vides ou de faire des listes superficielles. Il s'agit d'entraîner l'œil à trouver de la valeur dans le quotidien, même lorsque la vie ne ressemble en rien à ce que tu as rêvé. Vas-tu continuer à reporter ton bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait? Ou vas-tu accepter une bonne fois pour toutes que la perfection est une excuse pour ne pas t'engager dans ton présent? Le problème, c'est que tu as été conditionné à penser que le bonheur est un objectif lointain, une destination que tu atteins seulement après avoir coché toutes les cases imaginaires du succès, de la reconnaissance ou du confort. Mais cette logique est le chemin le plus rapide vers la frustration chronique. Si tu ne peux pas reconnaître ce que tu as déjà comme suffisant, au moins pour aujourd'hui, rien de ce que tu obtiendras demain ne te comblera. Ce qui te manque ne sera jamais aussi grand que ce que tu ignores en ne regardant pas bien. Arrête de romantiser l'idée que le fait d'être exigeant et de ne jamais être satisfait est un signe d'ambition. En réalité, c'est une forme sophistiquée d'immaturité émotionnelle. Si tu ne t'entraînes pas à la gratitude, ton esprit devient une machine à trouver des défauts, une usine à plaintes, un générateur constant d'insatisfaction. Le manque est une habitude, la gratitude aussi. Ne confonds pas gratitude avec conformisme. Personne ne te demande de renoncer à tes objectifs, ni de te résigner à une vie médiocre. Il s'agit d'une question d'équilibre.
Celui qui ne sait pas apprécier le petit ne saura pas non plus profiter du grand. Si tu ne peux ressentir de la satisfaction que lorsque tout est sous contrôle et à ton goût, tu es vulnérable à chaque petite variation, à chaque contretemps, à chaque coup de réalité. Cette fragilité est la recette parfaite pour une vie pleine d'anxiété et de ressentiment. La gratitude est un muscle qui se renforce dans l'inconfort, dans les jours gris, dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est là que se mesure ta maturité émotionnelle. Celui qui ne remercie pas pour ce qu'il a mérite de le perdre. Tu as deux options. Continuer à ruminer ce qui manque, accumulant envie, comparaison et déception, ou commencer à regarder avec honnêteté ce que tu as déjà accompli, ce qui fonctionne, ce qui reste malgré tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline mentale. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur le présent et de remercier pour ce qui est, tu affaiblis le mécanisme de la pénurie et renforces ta capacité à profiter. N'attends pas de ressentir de la gratitude de manière spontanée. Agis comme un athlète qui entraîne un muscle ignoré. Fais le même si tu n'en as pas envie, même si cela semble forcé, même si ton esprit résiste. Car c'est ainsi que tu cesses de vivre en mode pénurie et que tu commences à construire un bonheur réel qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Si tu n'es pas capable de remercier aujourd'hui, tu ne sauras pas non plus profiter de demain. Le bonheur n'arrive pas quand tout s'emboîte. Il arrive quand tu apprends à bien regarder. 6. Priorise ton bien-être émotionnel quotidien. Ton bien-être émotionnel n'est pas une récompense que tu gagnes lorsque tout va bien. C'est une responsabilité quotidienne que tu choisis presque toujours de remettre à plus tard. La plupart des gens passent leur vie à négocier leur humeur avec des circonstances externes, comme si la tranquillité et la joie étaient des récompenses pour avoir atteint des objectifs ou satisfait des attentes d'autrui. Tu ne te rends pas compte qu'en attendant que le monde s'ajuste pour te sentir bien, tu renonces au seul pouvoir réel que tu as. Prendre soin de ton état intérieur comme une priorité, pas comme un luxe. Le problème réside dans le conditionnement. Tu as grandi en pensant qu'il faut d'abord répondre à toutes les exigences externes avant de s'occuper de ce que tu ressens. Et ainsi s'installe l'idée que se sentir bien avec soi-même est de l'égoïsme ou de la paresse. Mais cette mentalité ne produit que de l'épuisement chronique et une vie vécue à moitié, où le soin de soi devient l'exception et non la règle. La vérité inconfortable est que personne ne va prioriser ton bien-être à ta place. Tes relations, ton travail, ton environnement social, chacun a son propre agenda et s'attend à ce que tu t'adaptes. Si tu ne mets pas en place des limites claires avec tes propres émotions et besoins, tu finis par vivre à la merci de la pression, de l'anxiété et de la culpabilité, comme si ta valeur dépendait d'être utile, productif ou toujours disponible pour les autres. Ce schéma devient automatique. Tu t'habitues à ignorer les signaux de fatigue, à justifier le malaise avec des phrases comme « c'est temporaire », à remettre à plus tard la pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ainsi, chaque jour, tu accumules une dette invisible qui génère des intérêts sous forme d'irritabilité, d'apathie et d'une fatigue qui s'installe dans tes os. Celui qui néglige son bien-être perd la force de soutenir sa vie. Le véritable conflit se situe dans l'esprit. Tu as appris à voir le soin de soi comme une indulgence et à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te prioriser plutôt que de résoudre les problèmes des autres. Mais cette culpabilité est un mécanisme appris, pas une loi naturelle. La racine de ce piège est la croyance que si tu te mets de côté, tu seras plus accepté, plus aimé, moins égoïste. La réalité est tout le contraire. Plus tu remets ton bien-être à plus tard, plus il devient difficile de te lever du lit, plus il devient compliqué de trouver un sens à ce que tu fais, plus il est facile de tomber dans des relations et des routines qui te drainent. Le bien-être émotionnel n'apparaît pas tout seul. Il se construit avec des habitudes aussi concrètes que l'exercice physique, mais beaucoup plus ignorées.
Personne ne t'apprend à vraiment te reposer, à dire non sans culpabilité, à distinguer entre ta véritable fatigue et les exigences que tu t'imposes par peur de décevoir. Le mécanisme interne est pervers. Plus tu t'ignores, moins tu as d'énergie pour changer et plus tu te résignes au malaise comme s'il était ton état naturel. Tu cesses de reconnaître les signaux minimaux de surcharge, tu normalises l'insomnie, la mauvaise humeur, l'ennui chronique, et tu te convaincs que ça passera. Mais le temps ne guérit pas ce que tu ignores. Il ne fait que le rendre plus profond et plus difficile à démonter. Le bien-être est une discipline, pas un accident. Prioriser ton état émotionnel n'est pas s'isoler ni devenir insensible. C'est établir une base réaliste sur laquelle tu peux soutenir des défis, des relations, des objectifs et des revers sans t'effondrer de l'intérieur. Commence à te demander avec honnêteté quelle partie de ta routine quotidienne est conçue pour te soutenir et non seulement pour répondre aux attentes. Analyse si les décisions que tu prends renforcent ton énergie ou la drainent. Si le dialogue interne que tu entretiens avec toi-même est exigeant ou compatissant. Il est inconfortable de réaliser combien de fois par jour tu t'abandonnes pour répondre aux attentes des autres. Mais c'est le point de départ. Tu ne peux changer que ce que tu reconnais. Construire un bien-être émotionnel n'est pas un objectif lointain. C'est un processus d'ajustement quotidien. D'apprendre à t'écouter, à faire une pause avant d'exploser, à demander de l'aide sans honte. Fais-en une priorité, même si cela dérange les autres, même si ton esprit te dit que c'est de l'égoïsme. Personne d'autre ne peut maintenir ton équilibre intérieur. Cette tâche t'appartient et personne ne viendra te sauver. Le bonheur n'est pas compatible avec l'abandon personnel. Ton bien-être est l'investissement quotidien le plus sérieux que tu puisses faire pour toi-même. 7. Ose grandir, ne fuis pas. Tu te trouves face à un problème inconfortable, l'un de ces problèmes que tu préférerais balayer sous le tapis. Un projet que tu ne sais pas comment aborder, une conversation en attente, que tu sais qu'elle sera tendue, une décision reportée parce que modifier ta routine semble trop. À cet instant, les mécanismes commencent. L'esprit, plus habile que tu ne le reconnais, te murmure que ce n'est pas le moment, que tu pourrais attendre d'avoir plus d'informations, que peut-être si tu ignores le sujet un peu plus, il disparaîtra. Ainsi, l'instinct de fuite se pare de prudence, d'optimisation, de « je le ferai demain ». Mais la vérité est que ce schéma se répète parce que tu as entraîné ton cerveau à éviter l'inconfort, à procrastiner l'effort et à choisir le soulagement immédiat plutôt que la véritable croissance. Ce n'est pas un hasard. Rien ne consomme plus d'énergie que de faire face à ce qui défie tes limites. La différence entre grandir et fuir réside dans une décision presque invisible, mais déterminante. Affronter ce qui te dérange, même si tu n'as aucune garantie de succès, ou renforcer l'habitude de fuir, sachant que cela te pèsera doublement par la suite. La croissance ne se sent jamais confortable, la fuite laisse toujours une facture. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu fuis, tu envoies à ton esprit le message que tu n'es pas capable de soutenir la tension, que le conflit te dépasse, que l'apprentissage peut attendre. L'évasion peut prendre de nombreuses formes. Procrastiner, chercher des distractions, rationaliser des excuses, même te forcer à être occupé par des tâches sans importance pour ne pas regarder de front ce qui exige un saut. Le résultat est le même. Ce sujet ne disparaît pas. Il se transforme simplement en une source constante d'anxiété de fond, une dette interne qui affaiblit ton caractère et mine ta confiance. Au contraire, lorsque tu choisis de rester, de regarder le problème en face et d'agir même si tu ressens de la peur ou de l'insécurité, tu commences à entraîner le muscle de la résilience. Le progrès n'arrive que lorsque tu acceptes l'inconfort comme une partie du processus, non comme un signe que quelque chose ne va pas. Grandir signifie tolérer l'inconfort d'apprendre, supporter la pression de ne pas savoir et avancer quand même lorsque l'esprit crie qu'il serait plus facile de reculer. En termes stratégiques, ce qui détériore le plus ta vie, ce ne sont pas les grands échecs, mais la somme de petites évasions quotidiennes.
L'habitude de fuir te rend otage de tes propres limitations, car chaque décision reportée est de l'énergie dépensée à soutenir un mensonge interne, celui que tu n'es pas prêt, que quelqu'un d'autre devrait le résoudre, que si tu attends suffisamment longtemps, le problème cessera de faire mal. Mais la réalité est que la croissance nécessite présence, pas perfection. Tu n'as pas besoin de sécurité totale pour avancer, juste de la volonté d'affronter ce que tu ne maîtrises pas. Le développement personnel est une série de micro-décisions inconfortables. Si tu normalises la fuite, tu normalises la stagnation et à la fin, tu t'habitues à une vie plus petite que celle que tu pourrais construire. Il serait naïf de penser que la peur va disparaître. La clé est de choisir l'action malgré la peur, non pas parce qu'elle n'existe pas. La véritable croissance se mesure par le nombre de fois où tu choisis de t'exposer à l'incertain, à le difficile, à ce qui n'est pas garanti. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'évasion, tu renforces une identité de force et de capacité. Ne te trompe pas, le confort est addictif, mais ce n'est jamais le chemin vers la fierté personnelle. Au final, le bonheur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la sensation d'avoir osé grandir là où auparavant tu savais seulement fuir. Ose grandir, ne fuis pas. C'est la différence entre une vie élargie et une existence à moitié vécue. 8. Trouver de la valeur dans le quotidien. Je confesse que j'ai du mal à voir de la valeur dans le quotidien. Il y a des jours où je traverse la routine comme quelqu'un qui traverse une rue sans regarder des deux côtés. Café tiède servi dans un gobelet en plastique. L'écran de l'ordinateur illuminant le visage avant que les yeux aient fini de se réveiller. Le salut mécanique dans l'ascenseur. Les mêmes pas vers le bureau. Les mêmes messages qui sont presque automatiquement répondus. Je ressens le poids de la répétition et parfois l'esprit se rebelle. Est-ce tout? Cela a-t-il un sens? Et je réalise comment le désenchantement commence toujours dans le petit, quand je cesse de regarder, quand je traite la vie comme une liste de tâches à rayer pour avancer et non comme une séquence de moments qui méritent mon attention pleine. Il est inconfortable d'accepter que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'habitude de regarder au-dessus des choses, comme si le quotidien était condamné à être invisible. Le véritable piège réside dans la cécité sélective. Nous entraînons notre regard à rechercher la grandeur, et ce faisant, nous devenons incapables de remarquer la valeur de ce que nous avons, de ce qui se passe pendant que nous poursuivons quelque chose de plus. Il suffit d'observer comment vous tenez la fourchette pendant le repas, la façon dont vous tournez la clé en fermant la porte, la pression avec laquelle vous appuyez vos doigts sur la table lorsque vous pensez. Détails minimes, gestes qui se répètent et qui pourtant sont la base de votre quotidien. Je les ignore, nous les ignorons, jusqu'à ce que la routine devienne opaque et que le sens semble toujours être dans un futur lointain, dans un objectif qui promet satisfaction. Mais la vérité est que la vie ne se vit pas dans de grands jalons. Elle se vit dans la texture du petit, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à un appel inconfortable, le son de l'eau tombant sur les mains lorsque vous vous lavez le visage après une longue nuit, l'odeur de terre mouillée entrant par la fenêtre après une pluie inattendue. Trouver de la valeur dans le quotidien n'est pas du romantisme bon marché. C'est un acte de rébellion contre l'anesthésie émotionnelle. C'est choisir, par discipline, de ne pas passer à côté de ce qui soutient la structure de vos jours. Le problème apparaît lorsque vous exigez que tout soit spécial pour vous sentir vivant. Cet état d'esprit vous enchaîne à la déception perpétuelle, car aucun accomplissement, aucune expérience extraordinaire ne peut compenser l'incapacité à apprécier ce qui est commun. Si vous ne permettez que le bonheur d'entrer dans des événements exceptionnels, le reste de votre vie est relégué à une longue salle d'attente. Mais la maturité réside dans l'apprentissage à voir la richesse là où personne d'autre ne regarde, à ressentir une gratitude réelle en pliant le linge propre, en écoutant le murmure de la ville au petit matin, en partageant un silence avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Le quotidien est aussi la vie.
Si vous ne découvrez pas comment être présent dans la simplicité, peu importe ce que vous accomplissez, il vous manquera toujours quelque chose, vous serez toujours insatisfait. C'est un entraînement mental. Chaque fois que vous choisissez de bien regarder, que vous vous arrêtez pour savourer un repas même simple, que vous appréciez une conversation authentique, même si elle ne dure que 5 minutes, vous investissez dans un bonheur qui ne dépend pas du spectaculaire, mais de la qualité de votre regard. La valeur ne réside pas dans l'ampleur des événements, mais dans la profondeur avec laquelle vous les vivez. Là où il y a de l'attention, le sens apparaît. Cela semble inconfortable au début, car l'esprit veut de la distraction, veut de nouveaux stimuli, veut sauter d'un désir à l'autre. Mais si vous êtes capable de maintenir votre regard sur l'ordinaire, vous commencez à découvrir que la satisfaction n'est pas un objectif, mais une façon d'être. Le quotidien n'est pas une condamnation, c'est le véritable décor où se joue votre vie. Apprenez à trouver de la valeur dans ce que vous répétez tous les jours, car c'est seulement ainsi que le présent cesse d'être une formalité et devient votre véritable richesse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.